Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes. On repart pour un petit tour mes amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Supplément Geek, un épisode qui devrait être bien rempli. Alors pour les petits nouveaux, moi être geeks, et ici on aime la geekance, surtout quand ça parle de comics, de manga et de ciné. Et au programme aujourd'hui dans le Tu sors ou je te sors, on va suivre l'actualité, surtout pour les comics et le ciné, parce qu'on aura Matrix, l'intégrale des comics, et un peu de Spidey. En manga, quelques suites, notamment Miruko-chan tome 4, l'horreur continue pour Miko, et Kaiju numéro 8, le tome 2. Et en ciné, Spider-Man No Way Home, bien évidemment, et Matrix Resurrections. Ensuite, dans la boîte de chocolat, comme toujours, les prochaines sorties, et on enchaînera avec les temps anciens et un Batman pour changer un peu de l'araignée, mais un Batman qui a un goût d'heroic fantasy. Et enfin, on va terminer par le partage avec un peu de sorcellerie sur le quai 9-3/4. Allez les potes, on va commencer, et c'est parti pour le Tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Alors on a 3 comics aujourd'hui, et les 2 premiers sont des Spider-Man. Alors on va commencer avec l'histoire d'une vie, Toile, arrivée le 8 décembre, qui fait suite aux très appréciées Histoire d'une vie de Chip Zdarsky, dont on avait déjà parlé ici, pas besoin de dire que c'est Marvel, tout le monde le sait, et en disant que j'ai pas besoin de le dire, bah je l'ai dit. Cette fois, c'est un personnage important dans la vie de Spidey auquel on va s'intéresser, entre amis et ennemis, plus ennemis quand même, celui qui sûrement l'a le plus harcelé, et qui s'est attelé à lui pourrir la vie, et ce devant les yeux de tout New York, voire même plus, je parle bien sûr de J. Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle. On reprend le même principe que dans l'histoire d'une vie, à savoir, et si depuis les années 60, Date où Spidey a vu le jour, le temps s'était écoulé de la même manière que pour nous. La vie de l'araignée ne serait clairement pas la même, et bien c'est pareil pour J. Jonah. D'ailleurs, on reprend à peu près le même code visuel pour la couve, rouge et bleu, simple et efficace, Jonah emprisonné dans les lignes du costume de Peter. Oui, comme ça c'est pas très facile de l'imaginer, mais vous avez bien Google pour voir à quoi ça ressemble, et je sais que vous avez Internet, sinon vous ne pourriez pas m'écouter. C'est hyper court, l'histoire fait 30 pages, mais largement suffisant pour Chip et Mark Bagley pour nous prendre de court et continuer le temps d'un chapitre l'aventure qu'ils avaient commencé. Le point de vue de J. Jonah est plutôt intéressant, il est toujours obsédé par Spider-Man, et en vieillissant, rien ne s'arrange. On retrace alors sa vie, pleine d'amertume, de mauvais choix, mais aussi de rencontres et de rédemption. On a donc un homme en colère, mais qui ne sait pas vraiment pourquoi, et la victime de ces accusations contre Spidey pourrait bien être lui-même. En le lisant, j'ai trouvé que ça avait un petit goût de fable, genre le journaliste et l'araignée par Jean de La Fontaine. Sauf que là, c'est pas la version 17e siècle, quoi. En gros, si vous aviez aimé l'histoire d'une vie, c'est un petit bonus bien cool, toujours agréable visuellement. En plus, c'est 6 balles, on n'est clairement pas sur du vol, on est tranquille. Et donc, un bon 4 sur 5 pour cette petite histoire bien sympathique que je vous recommande. Entre deux Spidey, on va quand même se faire une pause Matrix, parce que oui, le 19 novembre, on a eu l'intégralité des comics Matrix qui sont arrivés en un volume, publié chez Huggin & Munin, que je ne connaissais absolument pas, et c'est un bon gros pavé. J'ai attendu un peu parce que je voulais en parler dans le même épisode que celui du film, ça me semblait logique en fait. Alors oui, on a déjà eu la plupart de ces histoires dans une autre édition moins belle, et là le format est plus grand, donc tant mieux. En plus, on a 4 récits inédits, parfait. En fait, cet album, c'est un peu l'Animatrix version papier. On a d'ailleurs quelques échos entre les deux, genre le robot B1, d'où part toute l'histoire de Matrix en vrai. On a 28 histoires ici, dont 4 qui n'étaient jamais parues avant, comme je disais, et chacune permet d'avoir un nouveau point de vue, une vision bien différente, et quelques explications sur la matrice. Comme à chaque fois, quand c'est dans des recueils, et qu'il y a plusieurs artistes, on n'est pas toujours aussi sensible ou réceptif à tout, mais là je dois bien avouer que c'est quand même du lourd, et que même les récits que j'ai moins appréciés, en fait ils sont excellents. Bon, faut dire qu'on a du beau monde, genre Neil Gaiman, Bill Sienkiewicz, Peter Badge, Ted McKeever, Paul Chadwick, Tim Sale et j'en passe. La première histoire est même scénarisée directement par les Wachowski et tous les récits sont guidés par leurs idées. Dans cette histoire, on retrouve au dessin Jeff Darrow, qui sera par la suite le concepteur graphique en chef pour les films. C'est pas n'importe qui, le petit monsieur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que tout a mûri dans leur tête pendant des années avant le premier film et que les 10 premiers récits ont été créés avant même la sortie du film. Donc en gros, les mecs ont tellement kiffé les idées des deux sœurs, frères à l'époque, on dira
chasseurs tout court, et ont délivré des récits incroyables où on retrouve déjà des éléments présents dans les longs métrages. À la base, tous ces comics ont été créés pour être lus en ligne, mais là on parle pas d'aujourd'hui, à l'époque, comme quoi elles étaient avant-gardistes les sœurettes, parce que c'était en 99. Internet à cette époque, c'était pas la même. Fallait 15 minutes pour charger une page, on n'avait plus de forfait une fois qu'on l'avait ouverte. C'était pas rapide et illimité, quoi, en gros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 20 ans, cette histoire-là, Matrix, c'était hyper précurseur, elle voulait que tout ce qui entoure le film le soit aussi. Bref, on a des comics écrits avant, mais aussi pendant et après les films, puisque tout a été créé entre 99 et 2003. Pour revenir à l'essentiel, ce qui nous intéresse là, les comics, comme je disais, tout ne se vaut pas, bien que tout soit de qualité. Je vais pas résumer chaque histoire, sinon on est encore là demain, mais je peux vous dire que ça vaut le coup d'œil, fan de Matrix ou fan de comics, pour voir la genèse du film avec la première histoire, pour en prendre plein les mirettes avec le talent et l'originalité de Sienkiewicz. Neil Gaiman au scénario dans une histoire de Matrix, c'est tout dur dans mon pantalon, faut bien le dire, David Lafane, qui signe une histoire incroyablement touchante, et le meilleur, celui qui m'a vraiment scotché, et à plusieurs reprises le bougre, parce qu'il apparaît 4 fois dans le bouquin, c'est Greg Roots. Les deux chapitres qui m'ont vraiment, mais je sais pas comment dire, c'est incroyable, aussi bien graphiquement que sur le scénar, ça m'a impressionné, je suis encore dedans, c'est Chasseur et Collectionneur, et le retour du fils prodige. Ces deux histoires par Grégou là, elles sont folles. Déjà le bouquin est beau, avec un pod et évidemment un fœtus dedans. Tout est froid, sauf l'intérieur du pod qui est rouge, et franchement, c'est classe. En tout cas, si vous aimez Matrix, c'est clairement un plus de lire ces petits épisodes. On retrouve tout, les sentinelles, des persos qu'on aime bien, des petites cuillères, et on en apprend comment le monde a changé et pourquoi les robots sont devenus hostiles, par exemple. Et si vous n'aimez pas Matrix, c'est quand même très cool, parce que c'est beau, et que c'est une sacrée réunion des meilleurs dans le monde des petites cases. Donc c'est un ouvrage à avoir, simplement. Vous l'aurez compris, je suis fan, et c'est tant mieux, donc 5 sur 5 pour ce livre, parce que là, c'est de la collection, et oui, j'aime Matrix de base, donc peut-être que je suis pas vraiment objectif, mais c'est tellement parfait, tout est au max, je suis à fond, je vous dis, mes petits kikouniou. Et comme promis, on repart sur du Spider-Man, avec un épisode estampillé What If, bien qu'au premier regard, ce ne soit pas hyper évident. Spider-Man, l'ombre du symbiote, toujours chez Marvel Panini Comics, encore sorti le 8 décembre, et toujours par ce bon vieux Chip Zdarsky, et il est bien pris dans les toiles de l'araignée, celui-là, et j'ai pas l'impression qu'il veuille s'en défaire. Pour l'accompagner au dessin, Pascal Ferry, qui œuvre depuis un bon moment chez Marvel, il a touché un peu à tout, Hulk, Thor, Fantastic Four et bien d'autres. La couve choisie, je dois bien dire, c'est pas ma préférée. Vous savez que dans les bouquins Marvel reliés, en France, on compile les chapitres sortis aux US. Donc il y a autant de couves que de chapitres là-bas. Ce qui veut dire que pour Marvel ou DC ou peu importe l'éditeur de comics, en France, on doit choisir une des couves pour représenter au mieux l'histoire, et les autres vont dans le découpage des chapitres, en tout cas chez Marvel. On peut voir les 5 images de Phil Noto, puisqu'il y a 5 chapitres, et je trouve la deuxième bien plus parlante, ou la dernière, mais bref, je vous laisse les regarder, et celle-ci est loin d'être naze, celle qu'ils ont choisie, juste c'est pas ma préférée quoi. Bon alors c'est quoi ce What If ? Déjà pour les néophytes, What If, c'est des histoires généralement très courtes, trop courtes, qui mettent en scène les héros dans des histoires qui ne sont jamais arrivées. Genre, et si Gwen Stacy était restée vivante ? Ou si Daredevil était devenu agent du Shield ? Et si Supplément Geek était présenté par Eric Zemmour. Et ce concept existe depuis 1977, donc c'est pas nouveau, et aujourd'hui Disney nous propose même une série animée sur leur plateforme. Je suis moyennement fan, mais on s'écarte du sujet. D'habitude, comme je le disais, c'est pas très poussé un What If. On survole ce qui aurait pu se passer, sans vraiment rentrer dans les détails, prendre le temps de poser un contexte, développer l'histoire quoi. On a à peine une vision d'auteur en fait. Et là, c'est déjà plus étoffé, puisque c'est pas un chapitre, mais 5, donc Chip prend le temps, et c'est bien, en fait c'est très bien. Il a eu raison, le petit père, de faire ça, et si Peter Parker, Spider-Man, avait laissé le costume noir prendre le dessus. On rentre presque dans la tête de Peter, et son histoire avec le symbiote, ce qu'il partage, comment il se sent. On voit bien que son esprit est tourmenté, et c'est pourquoi, en se laissant aller au symbiote, il va aller trop loin, et commettre lui-même des choses impardonnables. Je me permets de le dire parce que c'est dans le synopsis, qu'on me traîne pas de spoiler s'il vous plaît. Merci. En faisant ça, sa vie affective avec Mary Jane, ou Tante May, sa vie professionnelle vont être bouleversées. Fini la candeur du petit étudiant sympathique. Et comment réagissent les vilains quand Spidey devient plus méchant qu'eux ? Et je trouve que Chip réussit encore une fois
à nous surprendre. C'est vraiment mature dans l'écriture, parfois sinistre, mais c'est quand même subtil. En fait, Peter devient vraiment humain dans l'écriture de Chip. Et pareil pour tous les rôles, Black Cat qui pousse Peter à continuer, Jonah qui jubile en voyant que son némésis est un vrai criminel, mais qui agit de façon disproportionnée, et Fisk qui veut reprendre sa ville. Une histoire bien dark du coup, en tout cas sur le scénario, parce que côté dessin et couleur, c'est éclatant, pas très fin, pas trop de détails, je dirais même grossier, et ça détonne avec le ton qu'avait mis Chip dans son écriture. Trop de couleurs vives, trop de rondeur, un manque de profondeur indéniable. En fait, ça donne un côté cartoonesque à une histoire qui est à l'opposé, et ça me gêne plutôt beaucoup. Le pire, je crois que c'est les visages. Ils sont pas travaillés du tout, les mouvements restent dynamiques, mais c'est pas suffisant. Et le pire, c'est quand on rencontre d'autres personnages touchés par le symbiote. Mais ça marche pas, on reste sur notre faim. La même histoire dessinée par Steve McNiven, c'est un what if que je veux voir. Et si l'ombre du symbiote avait été dessinée par Steve McNiven? Là, on aurait pris une claque, les potes. Je rêve, Mais laissez-moi rêver donc. J'ai donc bien aimé ce comics, même si visuellement ça m'a pas accroché, l'histoire est super efficace, et ça fait pas de mal de voir Peter lâcher prise et s'engouffrer dans une part plus sombre de lui-même, poussé par le nuisible symbiote pernicieux avec qui il partage sa vie. Du coup, je sais pas trop comment le noter, parce que l'histoire vaut le coup à 200%, mais c'est amoindri par les dessins, je dirais 3,5 ou 4 sur 5 quand même. 4 sur 5, allez, c'était bien quand même. On passe au manga, et on a deux belles suites. La première, c'est Miruko-chan Slice of Horror, le 4e tome de Tomoki Izumi, paru le 26 novembre chez Ototo. Si vous connaissez le podcast, vous savez que j'ai adoré ce manga, j'en avais parlé il y a 1 an déjà, et il était dans mon top 2020. On avance donc assez lentement, 4 tomes chez nous, 6 au Japon, la série est toujours en cours là-bas d'ailleurs, alors que ça a commencé en 2018, donc oui, l'auteur prend son temps. Pour ceux qui n'étaient pas là, et pour rappel aux autres, Miruko-chan, c'est l'histoire de Miko, une jeune lycéenne qui voit des esprits, et ils sont pas très beaux, ils font même bien peur, sauf que pour que eux ne se doutent pas qu'elle les voit, elle les ignore. Elle fait tout pour en tout cas. Donc quand une grosse trogne dégoulinante sans yeux, avec une bouche aussi grande qu'une tête se penche sur elle, elle fait comme si de rien n'était pour éviter les ennuis. Imaginez un peu le stress quoi. La pauvre en voit vraiment partout en plus. On est donc au 4e tome, elle feint toujours de ne pas les percevoir, et décide de se rendre dans un sanctuaire qu'elle avait déjà visité avec Anna, son amie, qui a une aura incroyable mais qui est toujours pas au courant pour les visions de notre amie Miko. Elle y va seule dans ce sanctuaire, petit problème, on se rend compte grâce à une photo que Miko est allée dans ce sanctuaire certes, mais il n'existe pas. Et en y retournant, elle risque de tomber sur des choses de moins en moins sympas. L'histoire suit bien son cours, on a des nouveaux personnages, enfin un surtout, Rom Shindo, excentrique au possible, au sourire inquiétant. Il fait un peu stalker, Je pense qu'il va prendre de l'ampleur dans les prochains tomes, mais déjà c'est réussi son introduction puisqu'on se demande bien ce qu'il veut en tournant autour de notre héroïne. Un autre personnage important qu'on a déjà rencontré cette fois, c'est la vieille dame Ojuzu, sorte de talisman qu'elle vend, le Juzu. Mitsue, c'est elle qui devient le centre d'intérêt lors des premières pages, et elle est revenue à une vie plus paisible, ou presque. Et effectivement, elle a aussi des pouvoirs, puisque c'est elle qui, en voyant la photo de Miko et Anna, se rend compte du danger et elle décide d'aller les aider. L'atmosphère est toujours lourde, toujours aussi lourde, et on a toujours des petits moments de vie pour Mitsue, par exemple, qui croise des amis à elle, ou une séance de ciné qui tourne pas de la même façon pour Miko que pour Anna. J'adore toujours autant, surtout que Mitsue permet à Miko d'avancer enfin un peu dans la compréhension de son étrange capacité. En fait, ce que j'aime bien, c'est le contraste entre Miko, ce qui l'entoure, la déprime qui en découle, et Anna, qui elle apporte un peu de légèreté et de réconfort. C'est vraiment un titre à part, et on manque de récits de ce genre, aussi touchant qu'effrayant, léger et dur. Les dessins sont toujours superbes, tout aussi contrastés en fait. Nos deux amis et les personnages qui les entourent sont assez lisses, avec des tons clairs, lumineux, quand les esprits sont bien noirs et détaillés. L'auteur mène bien sa barque, le concept ne s'essouffle pas. Je trouve ça fort, et on a toujours envie de lire la suite. Je reste sur mon 5 sur 5, je suis fan. J'ai pas regardé encore, mais sur Wakanim, il y a l'animé, au cas où vous auriez la flemme de lire. Si vous avez lu et vu la série, je suis curieux de savoir si c'est aussi bien l'un que l'autre, donc dites-moi ce que vous en avez pensé les potes. Et on continue sur les mangas, on a le tome 2 de Kaiju numéro 8, sorti lui aussi le 8 décembre, toujours chez Kazé et par Naoya Matsumoto. Je vous invite à écouter l'épisode précédent si vous voulez comprendre un peu de quoi
parle ce manga. Là, je vais tracer sur le tome 2, où on poursuit l'aventure de Kafka et ses amis qui ont passé les examens pour intégrer les forces de défense anti-kaiju. Et pour faire rapide, ça confirme que c'est une lecture bien cool. Toujours aussi drôle, toujours beaucoup d'action et des visuels bien sympathiques. On passe clairement à la vitesse supérieure, le dernier tome s'était terminé en pleine action, on reprend exactement là où on s'était arrêté, en plein dedans. L'âge du héros et son expérience restent des points essentiels qui font sa différence, au-delà qu'il puisse se transformer lui aussi en kaiju. Son pote Reno Ichikawa, beaucoup plus jeune, prend aussi une place plus importante, j'aime bien son développement, la petite compète entre lui et Iharu, ça pimente un petit peu le récit. Pareil pour le vice-commandant de la 3ème section, Soshiro Oshina, il me fait penser un peu à Gin dans Bleach. Il a forcément un plan en tête et j'ai hâte de le découvrir. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes d'ailleurs avec Bleach, je l'avais dit la dernière fois, bien que ce soit des histoires carrément différentes, c'est peut-être pas voulu, je sais pas, mais des détails comme ça m'y font penser, ça doit aussi contribuer à mon appréciation, parce que Bleach j'ai grandi avec, donc ça résonne bien, et ça me plaît d'y repenser. On a un vrai antagoniste aussi dans ce tome 2, et ça ouvre pas mal de portes. On a encore une fin qui nous laisse comme ça, en pleine action, et ça marche de faire ça, on veut connaître la suite, je me suis fait avoir quoi. Je reste sur mon 4 sur 5, c'est vraiment excellent, toujours un type de dessin propre au shonen, dont je suis pas hyper fan, c'est pour ça que je vais pas sur 5 sur 5, mais ça vaut vraiment le coup. On s'attaque à la grosse partie les potes, parce que c'est du beau morceau de cinéma qu'on a, et on commence tout de suite avec Spider-Man No Way Home, sorti le 15 décembre 2021, c'est un gros film de 2h30 de John Watts, scénarisé par Chris McKenna et Eric Sommers. C'est un film avec Tom Holland, évidemment, Zendaya, Benedict Cumberbatch et bien d'autres. Alors, vous l'attendiez celui-là, moi aussi, et je vais pas passer par 4 multivers, c'est clairement pas bien foutu du tout, c'est même assez moche en fait. Mais attends, reste encore un peu toi qui écoutes ce podcast, c'est pas fini. Parce que oui, ça reste une de mes meilleures séances ciné, en tout cas cette année. Rentrons dans les détails, sans et avec spoil, je vous préviendrai, ne soyez pas inquiets, les geekoudiou. Peter est découvert, on sait qu'il est Spidey, et Spidey est accusé du meurtre d'un ancien vilain. Regardez donc Far From Home. Du coup, il est refusé au MIT, et emporte dans son échec Michelle Jones, MJ quoi, oui c'est pas Mary Jane, et Ned. Pour rattraper le coup, il va demander de l'aide et va voir le sorcier suprême pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man et que ses copains puissent aller au MIT, et pourquoi pas lui avec. Sauf que, lors du sort, et malgré les avertissements du Docteur Strange, il interfère plusieurs fois pour que ses proches ne l'oublient pas, et finalement, patatras, il altère l'action menée par Stephen Strange jusqu'à se rendre compte que finalement, il aurait pu déjà appeler le MIT pour plaider la cause de MJ et Ned, et qu'en plus maintenant, il y a des méchants qui semblent venir d'un autre monde. Mais comment va-t-il faire pour s'en sortir et pour renvoyer ses super vilains chez eux? Déjà, il va essayer de les rendre gentils, et ça par exemple, ça marche pas du tout. C'est mielleux à souhait et les méchants perdent en profondeur. Alors, faut savoir déjà que John Watts, c'est un relativement jeune réalisateur, il a 40 ans, et il n'a pas fait de grands films. Bon, il a fait les Spider-Man avec Tom Holland, quoi, et Cop Car, qui est plus qu'oubliable. Donc niveau réalisation, c'est pas un génie, même si les Spider restent des divertissements passables. Je dois dire que je vois jamais Peter Parker quand même. Quand vous regardez Tom Holland, je pense que pour beaucoup, même si ça vous gêne pas, vous voyez toujours Tom Holland, comme si Peter Parker n'existait pas, mais que c'était vraiment Tom Holland Spider-Man. Et ça me pose un premier problème, bien que l'acteur me soit fort sympathique. Revenons à Watts. Là, il veut s'attaquer au multivers, pas au Spider-Verse, qui existe. Les fans de l'araignée le savent. Les autres, tant mieux si je vous l'apprends. Mais là, il s'attaque bien au multiverse. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste deux choses distinctes qui partagent le même principe. J'imagine que c'est Disney qui a commandé ça pour la suite des films, notamment Doctor Strange 2. Bref, c'est pas rien de vouloir aller sur ce terrain, sauf que Watts a pas les moyens de ses ambitions, et ça se ressent en fait. Le film le dépasse, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau des effets visuels qui sont loin d'être jolis. C'est même parfois raté, c'est moche. Je pense à une scène avec Doctor Strange, un peu à la Inception, mais ça fait faux. Donc on n'y croit pas une seconde. Le caprice de Peter, c'est trop facile, et ça va jamais chercher plus loin. Donc ce qui lui arrive, c'est presque mérité finalement. Et je dois dire que, même pour le Doctor Strange, je trouve qu'il accepte bien trop facilement la demande du bébé pleurnichard qu'est Tom Holland. Les scènes d'action marchent moyennement, déjà parce que mal filmées, et que je vois tous les fonds verts ou les rajouts numériques qui sont grossiers. Bon alors pourquoi j'ai aimé ce film? Parce que oui, je l'ai vraiment adoré. Attention les potes, on va commencer à spoiler, donc passez si vous ne voulez pas entendre ça, vous avez les minutes en description,
attention, hein. C'est bon, on est entre nous? Ils ont tous fait un bond dans le temps, ceux qui ne voulaient pas entendre ça? Alors allons-y gaiement. J'ai aimé parce que je me suis pris au jeu du fanservice. Parce que oui, c'est l'unique point fort du film. Et encore, faut avoir un lien affectif avec le passé, sinon on passe à côté. Et c'est vrai que de voir Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Andrew Garfield et Tobey Maguire, bah oui, ça fait un truc. Là encore, c'est très mal foutu. Ned qui peut ouvrir des portails et qui tombe sur « Oh, Andrew Garfield !» Et on va réessayer pour trouver le Spidey de ce monde et « Oh, Tobey Maguire !» Bon bah, on a ces deux, dont un qui nettoie le plafond, pourquoi continuer à chercher Tom Holland? Surtout qu'on sait qu'il est sur un toit. Mais il a fallu que 2 Spider-Man nous le disent pour y penser. Oui, c'est mal fichu, mais bon, leur bouille là, ça fait un vraiment gros boom dans mon âme d'ado prépubère. Alors, ils servent pas à grand chose, hein, même si le combat final est plutôt réussi, bien que toujours moche sur les fonds et les décors, sans parler de l'homme sable qui ressemble plus à de la terre, appelons-le l'homme terre du coup. Mais bon, le trio d'araignées marche bien, il y a des clins d'œil que j'adore, comme Andrew Garfield qui sauve MJ de la façon dont tu aurais dû sauver Gwen dans Amazing Spider-Man 2, ou dans les comics, hein, parce qu'il aurait pu la sauver aussi, parce que oui, c'est quand même ça la base, les comics. Tobey qui envoie des toiles, qui peut envoyer des toiles sans gadget, et les deux autres qui sont stupéfaits, c'est drôle, et ça marche plutôt bien. Il y a une bonne alchimie entre eux en fait. Et à chaque moment de nostalgie, ravivé par le va-et-vient du fanservice, mon petit cœur d'éternel enfant a fait du trampoline. Maintenant, si je creuse un peu, je pense que tout seul, dans mon canapé, à regarder ce film en replay ou en streaming, ça n'aurait pas marché pareil. Parce que la salle de cinéma, survoltée comme jamais, qui applaudit à chaque nouveau ancien qui fait son retour ou à la moindre action de Tobey, bah ça influence aussi sur les émotions, ça les décuple, et c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Il a déclenché une vague de bonheur à la simple vue d'anciens costumes. Le film, aussi mauvais soit-il, dans ces conditions, on est aveuglé par la résonance de ce qui nous entoure, et ça agit comme un psychotrope. Le monde est plus beau quand tout le monde sourit, plus coloré, plus dynamique, et oui, ce film en devient merveilleux. Maintenant, comme je disais, si vous voulez attendre de le voir dans le train, sur un écran d'ordi entre Paris et Maubeuge, libre à vous, hein. Mais je pense que ce sera inutile et que tout le sel du film aura disparu pour laisser place à quelque chose d'insipide, l'effet de groupe ayant disparu et la surprise avec. Un 4 sur 5 clairement pas objectif pour ce film, ou un 2 sur 5 si je l'avais vu ailleurs que dans une salle de cinoche remplie de fans, que ce soit des films, de l'araignée ou des acteurs. C'est le moment de passer à l'autre côté du miroir et de replonger avec le limpin blanc dans la matrice, histoire de ressusciter une licence et des personnages qu'on ne s'attendait plus à revoir au cinéma, et voici donc Matrix Resurrections. Même principe que pour Spider-Man, je suis désolé, hein, mais il y aura sûrement un chouille de spoil, je vous préviendrai encore si ça arrive, mes petits lapinous. Alors là, contrairement à Spider-Man, je pense qu'il est nécessaire pour la compréhension du film d'avoir vu les précédents opus de la saga, Animatrix compris. De toute façon, Animatrix était déjà indispensable pour visionner le 3e film, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est sorti le 22 décembre 2021, c'est un film qui fait aussi 2h30, c'est de et par Lana Wachowski avec l'aide de David Michels pour le scénario, avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II et bien d'autres. Bon, Lana Wachowski se retrouve toute seule à piloter ce grand vaisseau qu'est Matrix, sa sœur Lily ne voulant plus faire de films de science-fiction et trouvant que la fin de la trilogie était déjà très bien, ce qui est vrai en soi. Alors pourquoi refaire un film? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'était une façon de faire le deuil de leurs parents pour Lana et pas pour Lily. Elle a traversé cette épreuve en écrivant le scénario, c'est une façon comme une autre de passer à autre chose. La deuxième, la pression de Warner Bros, qui de toute façon voulait faire comme Disney et Marvel inclus, ou comme Sony avec Ghostbusters par exemple, ou comme les 3/4 des blockbusters qui sortent en ce moment, c'est-à-dire reprendre un concept existant, une licence, et refaire un film à partir de ça. On ne crée plus, on recycle. Sauf que Lana ne voulait pas que le premier branquignol venu touche à sa saga, elle a donc accepté de le faire. Et la troisième raison, que j'imagine cette fois, le chèque. Ici on repart donc entre deux mondes, la matrice, ou le monde qui ressemble à celui que nous connaissons tous, et le monde caché derrière celui-ci. Thomas Anderson, qui semble avoir déjà vécu quelque chose de similaire, va devoir choisir entre rester dans l'illusion ou prendre à nouveau la décision qui va tout changer en suivant le gentil petit lapin blanc, ou le petit lapinou. Mais 20 ans se sont écoulés et les machines se sont améliorées, le système est maintenant bien plus sécurisé qu'auparavant. Alors je peux déjà vous dire que la bande-annonce nous intriguait et qu'on se posait pas mal de questions, évidemment le film répond à tout. Avant de commencer à parler avec spoil, pour ceux qui doutent et qui se demandent si ça vaut le coup d'y aller, bien sûr que ça vaut le coup, à condition que ce que vous recherchez ne soit pas que bullet time et course-poursuite, sinon faut aller voir Fast and Furious. Là c'est quand même plus intelligent, le niveau de lecture va beaucoup plus loin. Donc soyez curieux, gardez l'esprit ouvert et attendez-vous à l'inattendu. C'est une vraie suite qui
qui continue de faire avancer l'histoire. C'est pas un reboot, c'est pas une tentative de faire du réchauffé, et rien que pour ça, si vous aviez aimé Matrix, il faut le voir. Bon, je passe au spoil les amis, maintenant. Je disais tout à l'heure que Lana avait décidé de faire ce film pour que Warner ne le refile pas à quelqu'un d'autre. Sauf que ça, elle s'en est servie pour faire son film. On reprend depuis le début. Neo redevient Monsieur Anderson, c'est important de le dire pour la suite. Mais il n'est pas exactement le Thomas du premier Matrix. Non, là, il est le créateur de Matrix. Un jeu qui a connu un succès dingue il y a 20 ans. Enfin, 3 jeux. Il bosse désormais sur un nouveau projet, mais on sent bien que Matrix reste son centre d'intérêt principal puisqu'il agrémente encore le contenu du jeu. Lors d'une discussion avec son boss, ce dernier lui balance que Matrix 4, aujourd'hui ça va être nécessaire. Parce que Warner met la pression, et que servir du déjà vu à la populace, donc moi dans la salle de ciné quoi, je dois dire que je me suis senti bête, mais en même temps c'est ce que je viens chercher en voyant Matrix, donc ça me plaît aussi, bah c'est ça qui rapporte du blé. En gros, on n'a pas appris les 3 premiers volets, et on continue à se faire manger le cerveau quoi. Si ça c'est pas méta, hein, comme les réunions de brainstorming pour savoir de quoi va parler Matrix 4, c'est génial. Il est pas hyper bien le bonhomme, hein. Il a des épisodes, il consulte un psy, le docteur Barney Stinson. Voilà, ça, c'est cool aussi, hein, de le voir, lui, et surtout, il est bien dans le rôle, je trouve. Mais entre deux crises, des brides de souvenirs lui reviennent, et croiser Tiffany n'arrange rien. Tiffany, c'est le nom moldu de Trinity. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film, j'imagine, ou vous en avez rien à foutre. Bon, je saute plein d'étapes, mais cette première partie du film, on est finalement perdu autant que les Thomas. Je trouve ça couillu, et ça marche plutôt bien. En gros, de là, on retrouve Morpheus, qui n'est pas Morpheus, et Yahya, l'acteur qui avait joué dans Candyman récemment, est assez bon puisqu'il fait du Morpheus bien exagéré, et dans le contexte, ça marche. Je dois dire par contre que les scènes d'action, même si elles ne sont pas le centre d'intérêt du film, hein, je le répète, bah elles sont mal filmées quand même. Ça fait mal au crâne, je pense à une scène dans un train... On comprend que dalle, ça vraiment, j'ai encore bobo tête. Tiffany est toujours bloquée dans la matrice, et le but, c'est de la retrouver. Voilà le vrai but du film, comment faire pour que Tiffany, qui a 2 gosses et un mari, redevienne Trinity, sachant que Thomas doit déjà redevenir Neo. Évidemment, il suit le lapin blanc, le Thomas, et c'est Jessica Henwick, Colleen Wing dans Iron Fist, qui s'y colle. D'ailleurs, c'est aussi elle qui retrouve Morpheus. Elle, c'est un peu décevant, parce que, elle fait tout bien, elle retrouve Neo et Morpheus, sans qui il n'y aurait pas de film. Mais je sais pas si c'est le manque de charisme ou la façon dont elle est placée dans le film, elle semble moins importante que ce qu'elle est réellement. Je trouve ça dommage. Pourtant je l'aime bien, elle m'est sympathique. Bref, Thomas redevient Neo, et là on replonge dans le monde parallèle. Qu'est-ce que c'est beau. Visuellement c'est canon. Io, le nouveau monde en gros, il n'y a plus Zion, c'est Io. Avec son ciel artificiel, surtout avec de la nature, et le reste du monde qui a changé. Des machines qui font équipe avec des humains, pas toutes, hein, mais au moins on voit que la technologie peut être mise au service de l'homme et que l'homme peut servir la machine sans que ce soit conflictuel. C'est pas pour ça que la guerre n'existe plus, elle est revenue, mais au moins chacun est libre de choisir la cause pour laquelle il veut se battre. Je trouve ça très bien pensé. Et là il y a un truc encore qui me touche, c'est que Neo, oui c'est une légende, mais il est pas non plus accueilli comme un dieu. Niobe, qui finalement a pris 60 ans dans la vue et pas 20, qui devient l'opposé de ce qu'elle était en fait, elle est plus du tout rebelle, bah ça marche aussi, et vu le chemin parcouru, on la comprend un peu. Mais l'amour n'a pas de limite, surtout quand c'est entre Neo et Trin. Donc la vraie mission commence. Pour détruire la matrice, ou au moins la diminuer, il faut débrancher Trinity, mais sans la tuer. Elle et Neo fournissaient l'énergie, maintenant qu'elle est toute seule dans son petit pod, c'est complicado, mais ça donne des images de dingue, c'est beau, point. Vraiment, les images avec les pods, les 2 pods qui se regardent, celui de Neo et celui de Trinity, j'adore. Les allers-retours dans la matrice sont efficaces, on revoit des têtes qu'on avait aimées, des programmes sont plus forts qu'avant, d'autres sont devenus des parias. Smith dans le corps du boss de Thomas Anderson est exceptionnel. D'ailleurs, ça c'est trop cool aussi, ils sont toujours aussi liés les deux. Quand Neo perdait de plus en plus d'émotions et qu'à l'inverse Smith en prenait pour enfin l'appeler Neo dans le 3e film, là c'est Neo qui retrouve de l'émotion et Smith qui redevient un programme et se déshumanise. Il l'appelle à nouveau Monsieur Anderson. Ah, c'est trop stylé. Alors ma copine me disait qu'elle avait pas trop aimé le choix de Trinity, ou tout du moins la façon dont elle décide de quitter la matrice, et donc sa famille, parce qu'elle a des enfants et un mari, et oui, elle s'en va sans trop montrer d'affect. J'ai pas trop su quoi répondre, ça m'a pas choqué, dans le sens où elle, son cerveau, dans l'action, a fait le choix de son véritable amour, pour laisser derrière elle des programmes. Elle a déjà vécu dans un monde réel, donc oui, elle montre peu d'émotions, mais au fond, elle quitte simplement Facebook, quoi. Une vie superficielle qui n'est pas réelle, et
elle le sait. Donc la fin, on en pense ce qu'on veut, moi j'ai trouvé ça très bien, Neo et Trinity qui reprennent leur vie en main et ont enfin leur liberté. Donc c'est pour tout ça que j'ai aimé ce film, il est incontournable si vous aviez apprécié la trilogie, pas nécessaire, mais son processus est clairement ancré dans notre époque, autant que l'étaient les films d'il y a 20 ans. C'est une façon de renouer avec son bébé pour Lana, tout en se débarrassant de l'emprise de la matrice et des contraintes commerciales qu'Hollywood impose. Personne n'est épargné, même pas moi en fait, mais surtout les professionnels, la presse, les cinéphiles, les maisons de production, personne, et ce côté méta est ultra plaisant et pas régressif pour un sou. Au contraire, c'est même le fil conducteur du film. L'héroïne, c'est pas Trinity, c'est Lana. Elle est revenue pour sortir ses personnages du joug d'Hollywood, et pour ça, elle fait cette œuvre, qui va sûrement être incomprise pour la plupart, mais qui, je suis certain, dans quelques années, fera l'objet d'études cinématographiques. Le film dit, ouvrez les yeux, arrêtez de vous contenter de la nostalgie et saurez que les grands studios vous balancent, et avancez. Et je dis ça alors que j'ai aimé Spider-Man justement pour des mauvaises raisons, mais force est de constater qu'elle a pas tort, mémère Lana, et que j'espère que Warner l'entendra comme Disney, comme Marvel, comme Sony, comme la Fox, etc. Je sais, je suis moi-même contradictoire. Matrix Resurrections l'est aussi, et les choses sont pas simples, la vie n'est pas simple, mais c'est pas une raison pour se laisser aller, et le film l'exprime très bien. Donc pour tout ça, je pense qu'un bon gros 4,5 sur 5 s'impose, et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, mais à condition de garder l'esprit ouvert, et de ne pas s'attendre à voir ce qu'on a déjà vu. Bon, c'est une sacrée montagne, hein, cette partie cinoche là, maintenant on va pouvoir se poser un petit peu, et profiter d'une bonne boîte de chocolat. Maman disait toujours... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et on commence avec le comics. Et bah c'est pas dingo, le mois de janvier, vous aurez peut-être plus d'intérêt que moi pour certaines licences, mais surtout le mois, en comics, j'ai que du Batou et sa copine à griffes qui vont m'intéresser. Le 14 janvier, 2 titres de Catwoman à Rome, que je vous conseille. J'ai une ancienne version quand DC était encore distribué par Panini. Et ce comics de Tim Sale et Jeff Loeb est fort sympathique, déjà parce que ça fait pas de mal de sortir de Gotham, que Catwoman est sûrement le perso le plus intéressant et le plus mal utilisé de l'univers de la chauve-souris, et que les deux créateurs de ce titre sont des pointures. On y suit une semaine de la vie de la féline, elle emporte avec elle ses cauchemars, et ses pensées qui vont souvent vers la même personne. Je me demande bien de qui il s'agit, dis donc. D'ailleurs, les chapitres sont simplement découpés par jour de la semaine, simple et efficace. Elle se retrouve à Rome, évidemment pour voler quelque chose, et elle forme un duo assez marrant avec le Sphinx. Les dessins sont cool, ambiance gangster, polar noir qui colle super bien à Selina. C'est une petite histoire légère où la féminité est mise au premier plan. Normalement, ça se passe pendant une grosse période de Batman, qui est aujourd'hui un peu oubliée. Enfin, j'ai l'impression, si vous l'avez pas lu, Amère Victoire, qui pourtant est un arc hyper captivant. Catwoman avait disparu, et ce récit venait nous expliquer ce qu'elle faisait, apporter un peu d'humour et d'insouciance. L'autre titre, c'est Catwoman, le dernier braquage, et je dois dire que celui-ci, je suis passé à côté, je vais donc pouvoir me rattraper. Cette fois, c'est Darwyn Cooke qui est aux commandes pour le dessin et le scénario. Il avait d'ailleurs fait Batman Ego, qui ressort aussi le même jour. Selina Kyle se fait passer pour morte, pour se faire oublier à Gotham, la ville où Catwoman sévit depuis longtemps. Elle n'a pas que des copains, mémère. Elle se tire au Maroc pour boire du thé, le meilleur thé à la menthe du monde, et pourquoi pas essayer de voler un bijou en or. Bon, les gardes ne sont pas contents, hein, normal, mais ça c'est pas grand chose pour elle. Non, ce qui la saoule, c'est que le bijou, bah c'est un faux. Du coup elle est fauchée, elle est fatiguée, elle rentre au bercail, mais pas sans avoir un plan pour se refaire. Je suis moins fan de la patte de Darwyn que celle de Tim Sale, mais c'est pas déplaisant non plus, on reste dans le genre polar, donc voilà, 2 petits titres pour passer le temps pendant le mois de janvier en bonne compagnie. Pas grand chose non plus en janvier pour les mangas, si ce n'est 2-3 suites. Dear Call, le dernier tome le 5 janvier, Eden le 6 et Sido le 11e, qui sortent le 12. Le dernier Blackboard que j'attends vraiment impatiemment arrivera le 20. Non, en nouveauté, il y a vraiment un titre qui me fait envie le 7 janvier, c'est Manchuria Opium Squad, je sais pas comment je le dis, Manchuria Opium Squad, le premier tome d'une série toujours en cours au Japon, qui avait commencé là-bas en 2020. C'est Vega Dupuis qui s'occupe de l'édition, et c'est écrit par Monma Tsukasa, dessiné par Shikako. Évidemment, c'est un seinen, vous me connaissez maintenant. C'est une histoire de mafia, yakuza, on est au Japon, mais sur un territoire dont on parle peu, et d'une époque dont on ne parle pas plus. Isamu Higata est agriculteur,
en Mandchourie, donc dans les années 30 je suppose, puisque le territoire n'est plus japonais depuis 1945, et qu'il avait été pris à la Chine dans les années 30. Faut dire que le territoire se retrouve quand même en plein milieu, pas des meilleurs pays, URSS, le Japon, la Mongolie, bref. C'est chaud pour eux. C'est peut-être même dans 31 que ça a été pris par le Japon, vous me corrigerez au pire. Sa petite mamounette tombe malade, un petit truc de rien du tout qui s'appelle la peste. Elle risque pas grand chose à part mourir. À cette époque, et vu le contexte, même si on n'a pas vraiment de documents pour en attester, on peut aisément deviner qu'économiquement ça devait pas être la panacée, et que quand maman tombait malade de la peste, le moyen le plus rapide de trouver de l'argent pour la guérir, c'est de traiter avec la mafia, vendre de l'opium. Sauf que la Chine et le Japon se font la guerre, aussi bien pour le territoire que pour la drogue, donc notre ami s'est mis dans de beaux draps. J'ai un peu fouillé pour trouver des planches, et je dois dire que c'est exactement ce qui me fait vibrer quand je lis un manga. Les dessins de Shikako sont réalistes et fins, et l'histoire me semble sortir un peu des sentiers battus, donc je vous invite aussi à regarder, et pour sûr, je vais me le lire dès sa sortie. Au Cinoche, en janvier, pareil, il y a vraiment qu'un film qui me titille, c'est Nightmare Alley, de Guillermo del Toro. Il doit pas être castré, sinon il s'appellerait Guillermo del Boeuf. Allez, j'avais pas encore fait de blague nulle. Là, je gagne la palme, je pense. J'ai plus besoin d'en faire pour au moins 1 an. Enfin, j'arriverai pas à me retenir, donc de toute façon, vous allez encore en manger. C'est avec Toni Collette, donc c'est forcément un bon film, Ron Perlman, Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe et Rooney Mara. Ça arrive dans les salles obscures le 19 janvier. On est dans les années 40. Stanton Carlisle pose ses valises dans une foire itinérante, dans un moment de sa vie pas ouf, et il se rapproche d'une voyante et d'un mentaliste. Zina et Pete, mari et femme. Il va alors apprendre à leur côté, mais il va utiliser ses nouvelles facultés et sa nouvelle notoriété pour arnaquer la haute société new-yorkaise. Il va imaginer un plan pour escroquer un mec, mais c'était peut-être pas le bon gars à qui faire un sale coup. Il va quand même recevoir un petit coup de pouce de la part d'une psychiatre qui elle aussi agit dans son intérêt et sera peut-être pas si bonne pour lui, voire même pire que les autres. Comme d'hab, on reconnaît l'ambiance de Del Toro, avec une colorométrie entre le vert et le jaune, qui donne un aspect toujours très brumeux, mystérieux et fantastique, que j'affectionne. Toni Collette, je l'adore, Willem Dafoe colle bien avec l'ambiance, pareil pour Perlman, ils ont ce truc mystique dans leur voix et dans leur physique, donc je suis très chaud. Bon, depuis le labyrinthe de Pan, pas le labyrinthe tout court, le labyrinthe de Pan, il a rien fait de dingue, pépère Del Toro. Hellboy 2 peut-être, je sais plus lequel est avant l'autre. Mais la bande-annonce me plaît bien, donc je vais foncer le voir. Et comme c'est un remake du Charlatan de Edmund Goulding, je me dis que si c'est bien fait, ça peut vraiment valoir la peine. Ainsi, il y a La forme de l'eau qui a été fait en 2017, surcoté, mais pas dégueu quand même. Et on passe aux temps anciens. Approchez-vous tout le monde, je vais raconter l'histoire des temps anciens aux étrangers. Ah, les temps anciens, l'histoire des temps anciens. Mes petits geekougnous, on revient en comics ce mois-ci avec un Batman, je pense très peu connu. Faut dire qu'il n'a pas un grand intérêt dans la continuité de la chauve-souris, mais c'est tellement un objet à part que ce soit déjà dans le format, BD style franco-belge. À ma connaissance, ça n'a jamais été réédité, que ce soit sur le style de l'histoire aussi, type Heroic Fantasy, et surtout que ce soit sur le traitement de Batman Bruce Wayne. La tragédie du démon, par Alan Grant et Jim Murray, avait été publié par Soleil en 2001, en 2000 aux US par DC bien évidemment. On commence par la couve qui donne le ton direct, avec une bête rouge à tête jaune qui semble avoir un air de Batman, marchant sur un tas de cadavres, la main enfoncée et étirant la peau dans le corps d'un guerrier. Et oui, je vous avais prévenu, c'est du costaud. Le fond, une ville aux allures médiévales, pleine de tours aux toits pointus sous un ciel bleu. Joli contraste. Ça commence sans prendre de pincettes dans le prologue, puisque dès les premières pages, on voit un vieil homme se faire agresser dans une sombre ruelle de Gotham par des brigands, des scélérats. Sauf que, comme dit dans le texte, certains hommes traquent d'autres hommes qui se font traquer à leur tour. Les vilains masqués à tête de loup n'y échappent pas, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon une vraie boucherie. On est bien à Gotham, mais version conte et légende. La pleine lune est perpétuelle à cause d'une anomalie orbitale, et notre Brucey, qu'on retrouve rapidement, n'est pas du tout un super-héros. Non, le pauvre est allergique à la lune, c'est con quand elle est pleine 365 jours,
par an. Certaines choses ne changent pas, Alfred est bien présent et au service de Maître Bruce. Maître Bruce qui fait de sales cauchemars, et oh comme c'est étrange, les habits en haillons plein de sang. Sa vie est donc régie par ses nuits agitées, la fatigue, et l'incapacité de sortir quand le soleil n'est plus là, ce qui rend difficile son histoire d'amour avec la jolie Glenda, qui elle aussi aimerait vivre son idylle normalement. Pour la protéger, Bruce va devoir comprendre ce qui lui arrive, et quel est son lien avec le démon Etrigan. Tout est très cool, les personnages qu'on s'amuse à découvrir dans des représentations incroyables, je pense à Catwoman qui combat le démon, ou Killer Croc en chef de gang, même Gordon est là, et la police a des arbalètes, c'est fou. Les bâtiments avec des gargouilles, Bruce Wayne piégé par un sortilège devant partager ses nuits avec Etrigan le démon, et puis c'est magnifique, vraiment, les planches sont dingues. Jim Murray est vraiment trop chaud, autant dans les scènes calmes et sereines que dans les combats sanglants de nuit dans les ruelles dégueulasses. Et là, démon Batman quoi, le mélange Etrigan-Bat est ultra réussi. Je sais pas si les origines de l'écossais Alan Grant y sont pour quelque chose, mais en tout cas il maîtrise le genre. Ce qui est intéressant, c'est que quelques années avant, il avait fait une autre œuvre, Batman, où il faisait équipe avec Etrigan le démon. Le personnage devait lui plaire puisque cette fois, ils ont fusionné. Une superbe tragédie tumultueuse dans un Gotham médiéval, tout droit sorti de ce qu'on appelait les Elseworlds, de l'homme chauve-souris. Elseworlds, c'est un label d'ici qui regroupait des histoires en dehors du canon officiel, et on avait des choses très éloignées, des réinterprétations toutes plus folles les unes que les autres. Les Dark Knight de Miller, par exemple, en font partie, ou les Batman et Dracula, mon préféré, le Dark Claw, Logan Wayne. Je sais pas si vous avez l'image là, Wolverine et Batman en un seul personnage, voilà, hein. La magie. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. En tout cas, si vous souhaitez vous procurer le Batman, la tragédie du démon, qui n'est malheureusement plus édité, il est facilement trouvable sur internet, pas super cher, ou sinon allez voir chez votre vendeur de comics d'occasion, ça vaut le coup d'œil. Enfin, mettez pas un coup avec votre œil, hein, faudrait pas vous broyer le blanc des yeux non plus. Et on referme la porte du passé pour ouvrir la porte de la magie avec le partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Je suis, avant d'être moi-même podcasteur, grand consommateur de podcasts. Et j'ai une autre passion que les comics, les mangas ou le cinéma, ou le skate, ou la photo. Oh oui, je suis hyper actif, chacun sa merde, hein. Bah c'est Harry Potter. Les films bien évidemment, mais aussi les livres. Fils de libraire forcément, j'ai baigné dans la littérature, mais j'ai vite délaissé Victor Hugo ou Lamartine au profit des livres de J.K. Rowling. Et il y a 3 semaines environ, peut-être 4, qu'est-ce que je découvre ? Jérémy et Marina qui font un podcast oufissime sur notre sorcier à lunettes préféré. Le principe de la fréquence 9 3/4, déjà le nom est trop bien. Bref, le principe, reprendre Harry Potter chapitre par chapitre. Oui, c'est long, mais on n'a jamais assez de Harry et de ses compagnons. J'ai déjà éclaté tous les épisodes, hein, et on en est au chapitre 12 du prisonnier d'Azkaban. 51 épisodes, les copains. C'est sans prétention, Jérémy et Marina sont hyper attachants, on a envie d'être leurs potes. Bon, quand on aime Harry, on est déjà potes en vrai. Ils sont adorables, super complices. Bon, ils sont en couple, donc j'espère qu'ils sont complices. Ils théorisent, ils partagent leur point de vue, leurs ressentis, ils connaissent plus que bien le sujet, hein, et après avoir fait un gros tour du chapitre, déjà ils font la meilleure séquence de l'émission, hein Marina ? Le renommage de chapitre, bien sûr, et ils finissent par la volière, donc les questions ou interrogations que nous, pauvres moldus, pouvons nous poser. Depuis le 3e tome, ils ont des invités, je dois dire que Thomas Dozer, c'est quand même méga stylé, moi qui suis fan aussi de Parlons Péloche. Bon, le chapitre 13 qui devrait pas tarder à sortir, enfin j'espère, parce que là, il me faut ma dose, je suis en manque, je tremble, j'ai froid, je transpire, je pleure. Revenez vite, Jérémy et Marina. Ma dose, s'il vous plaît. Vite. Bon, le prochain chapitre, c'est du Quidditch. Franchement, de base, c'est pas mes moments préférés, mais quand c'est raconté par eux deux, à coup sûr, ça va être cool. Et en plus, ce chapitre, c'est peut-être le seul qui parle de Quidditch et où c'est vraiment intéressant. Parce que d'une, Cho Chang, les premiers émois d'Harry Potter, et parce que Sirius, quoi. Alors moi, j'ai une question d'ailleurs pour la volière, tiens. Pourquoi, après avoir déchiré les rideaux du lit de Ron, cet idiot ne met pas des volets à la place ou un grillage, histoire de se sentir protégé, quoi, hein ? À vous de me répondre, s'il vous plaît. Et je propose un renommage, tiens aussi. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 13. Harry a eu chaud au match de Quidditch. Pas mal, hein ? Ouais, je sais, je suis un génie. Alors, vous en pensez quoi ? Ouais, Jérémy, je vais peut-être te remplacer un petit peu. Ouais.
En tout cas les potes, si vous aimez les sorciers, les baguettes et la bière au beurre, et les podcasts, je vous conseille celui-ci, la fréquence 9/3, c'est magique, et c'est dispo un peu partout, YouTube, Apple Podcast, etc. Perso, je l'écoute sur Spotify, mais si vous avez une plateforme qui vous plaît plus, il est certainement dispo dessus. Je mets le lien de leur Insta dans la description évidemment, et le lien de leur page Ocha, où vous trouverez tous les épisodes. Voilà les Geekou News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en janvier avec un épisode spécial, top 2021, parce que les flops on s'en fout, donc on va faire que les tops. Comme nos amis de la fréquence 9/3, vous pouvez retrouver Supplément Geek un peu partout, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Abonnez-vous, donnez-moi de l'amour et des étoiles, si possible pas en dessous de 5, ce serait sympa. J'espère que vous avez ou allez passer de bonnes fêtes, et sur ce, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Hasta la vista, baby.